Bienvenue dans le podcast AWS en français, UFO Drive. On parle aujourd'hui de l'architecture d'une solution de location de voitures électriques et la plateforme de mobilité pour gérer une flotte de véhicules. On va analyser l'architecture de tout ça. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, Google Podcast et toutes les bonnes applications de podcast. N'oubliez pas de nous laisser des feedbacks, des commentaires, des petites étoiles, des pouces vers le haut en fonction des applications que vous utilisez. Aujourd'hui, j'ai deux invités dans le podcast. Stani Blanc-Vallet, CTO du UFO Drive, et Paul Schmitt, qui est responsable de l'architecture AWS, DevSecOps sur UFO Drive. UFO Drive, je l'ai dit dans l'introduction, vous louez des voitures, mais dis-moi, c'est quoi l'idée? Bonjour. Donc l'idée du UFO Drive, c'est essentiellement de louer des voitures avec deux composantes très particulières par rapport à d'autres loueurs de voitures. La première, c'est qu'on est 100% digital, donc c'est une plateforme 100% digitale. Et la deuxième spécificité, c'est qu'on loue des voitures électriques uniquement. Donc c'est vraiment un focus dès le départ sur l'électrique et aider des clients à passer des véhicules fuel vers des véhicules électriques. Vers de l'électrique. Ouais. Et où est-ce que je peux vous trouver en tant que client? Vous êtes basé à Luxembourg, mais vous êtes... Alors, on a démarré il y a 5 ans, donc c'est assez jeune, sur le Luxembourg, à l'aéroport notamment. Et on s'est très vite étendu dans beaucoup de pays. Donc, maintenant, on a une trentaine de parkings dans lesquels on opère des voitures. Et c'est un peu partout en Europe, Allemagne, France, Belgique, Londres, bien sûr, c'est un des gros business pour nous. Et on s'est depuis l'année passée étendu aux États-Unis, où on a déjà quelques emplacements, notamment San Francisco, Los Angeles, Austin, New York, et voilà. Donc, si je suis client et que je veux louer une Tesla, par exemple, à mon arrivée d'avion à Luxembourg, je télécharge une app. Quand tu dis 100% digital, il n'y a pas de bureau physique. C'est important de le dire, vous ne dépendez pas d'un autre groupe. C'est une nouvelle société créée from scratch, vous êtes parti de zéro? On avait l'habitude de louer des voitures non électriques. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses, et c'est ce que tout le monde, je pense, subit en louant des voitures de manière classique. C'est-à-dire qu'on doit arriver dans un bureau, dans des horaires préétablis. On a toujours de la paperasse, on a besoin de faire la queue pour aller louer une voiture électrique. Et tout ça nous a amené à se dire qu'il y avait un marché concernant la digitalisation de ce process complet. Et en effet, avec UFO Drive, une app suffit. Donc le process est assez simple. Via l'app, on crée un booking. Pas besoin d'être enregistré, on peut créer un booking. Ouais. La seule chose qui suffit, c'est de scanner sa carte de crédit. À partir du moment où le booking est fait, on doit quand même s'enregistrer avant d'aller chercher la voiture pour être connu de nous. L'enregistrement est assez simple. On fait un selfie de soi-même. Je reviendrai plus tard, mais ça va permettre de vérifier que la personne qui prend la voiture est bien celle qui s'est enregistrée. Donc il y a le selfie, il y a la capture de la carte d'identité ou du passeport, et la capture, donc c'est un scan fait par l'app du permis de conduire. Donc c'est les trois informations principales. L'enregistrement est très rapide, on a de la reconnaissance de texte, on y reviendra un peu plus tard, et ça permet au client d'être enregistré, d'avoir son booking et de pouvoir venir chercher la voiture 24/7 quand il en a envie. Mais s'il n'y a pas de guichet, moi je vais chercher la clé, où ça? Alors, la clé, on va y arriver. Donc à partir du moment où le client a trouvé la voiture, on le guide pour aller chercher la voiture. Donc chaque emplacement, on guide le client grâce à des vidéos, des storyboards ou des maps. On le guide via l'app. À partir du moment où il a retrouvé la voiture, on lui demande de signer le contrat. Donc il refait un selfie à ce moment-là, de nouveau pour comparer et pour s'assurer que c'est bien la bonne personne. Que vous avez enregistré avant. Oui. Ouais. Et à ce moment-là, il signe le contrat via biométrique. Dès que le contrat est signé, il a l'autorisation de donner ce qu'on appelle une clé virtuelle qui va faire le lien avec la voiture. Donc il faut savoir que dans chaque voiture, on installe des box, des IoT box, qui est connecté à la voiture, qui nous permettent de récupérer toute une série d'events et de capturer les informations sur où est la voiture,
dans quel état elle est, et surtout le niveau de batterie, très important oui, pour le support. Mais ce boîtier permet aussi, via l'app, de déverrouiller la voiture. Donc le boîtier permet de déverrouiller en remote par un opérateur, mais aussi par l'app en Bluetooth, ce qui est très utile dans les parkings souterrains. Donc il y a une clé virtuelle qui est téléchargée sur l'app, et finalement c'est ça en Bluetooth qui permet à l'utilisateur de déverrouiller sa voiture pendant toute la durée de la location, aussi quand il va l'abandonner en rue quelque part. Exactement. L'app s'auto-connecte à la voiture pendant le rental et va permettre très rapidement de déverrouiller. Je pense qu'il y a une vingtaine de mètres. Ça fonctionne. Alors j'ai dit Tesla parce que c'est le premier nom qui me venait à la tête quand on parlait de véhicules électriques, mais vous ne louez pas que des Tesla. Non, c'est Tesla qui fonctionne le mieux, modèle 3. On a quelques modèles S, modèle X, mais on a aussi des Volkswagen ID, Cupra, Polestar, pour nommer... C'est bien de citer plusieurs marques. On n'est pas sponsorisé par Tesla dans ce podcast. Vous êtes parti d'une feuille blanche, et ça c'est passionnant quand on crée une architecture. Vous avez choisi le cloud AWS. Merci pour ça, c'est pour ça que vous êtes là aussi. On va reprendre cette expérience utilisateur que tu as expliqué et voir quels sont les services, quelles sont les architectures, les systèmes que vous avez dû mettre en place, en combien de temps, comment ça s'est passé, le retour d'expérience. On commence par quoi? Par l'enregistrement simplement. Je télécharge l'application, je dois créer mon compte, donc je dois m'authentifier sur ce compte-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour la partie authentification, gestion des utilisateurs? Alors, pour la partie authentification, on est resté très simple. Nous, ce qu'on demande au niveau de l'application, c'est un numéro de téléphone qui va nous permettre d'envoyer un SMS. Donc, on a un service SMS avec un code qui est envoyé qui va permettre d'authentifier l'utilisateur sur son téléphone. C'est quelque chose qu'on va garder tout du long. Donc, on n'a pas voulu dès le départ une gestion mot de passe ou autre. C'est vraiment le numéro de téléphone qui fait foi dans notre cas. Donc à la première utilisation de l'application, après je suppose que l'application reste forcément soit pas un SMS à chaque certain temps. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de compte utilisateur vraiment créé avec un username, password, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le cloud pour envoyer ce SMS? Pour cette partie-là, on utilise aussi les permissions IAM. Quand on envoie le tout donc, au niveau des serveurs sur AWS, si je puis dire. Et l'idée, c'est que tout reste authentifié dans AWS, rien ne sort de là. Et c'est via un token qu'on génère donc, pour cet utilisateur et qui peut le conserver dans toute sa durée, qu'on va l'utiliser côté AWS pour générer les autorisations nécessaires et donc permettre aux machines correspondantes de faire les appels vers les services externes qu'on utilise pour l'envoi du SMS. Et c'est ça qui fait preuve de foi pour l'authentification. D'accord, c'est un token que vous générez. L'application travaille en mode client-serveur traditionnel pour une application. Je veux dire, il y a l'appli dans les mobiles, je suppose que vous supportez Android et iOS. Et puis derrière, vous avez un back-end, une API REST ou GraphQL. Tout à fait, on a les deux d'ailleurs. Donc on a une API REST et une API GraphQL. Le tout est donc déployé sur le cloud. Et effectivement, toute cette partie-là donc, est automatiquement scalée. On l'a dans différentes zones de disponibilité. Et on a choisi d'axer notre solution donc, sur des déploiements autour de KS, Kubernetes managé, avec du Fargate intégré. Donc votre application a été développée en utilisant des technologies standards. Je crois qu'on avait parlé de Node en préparant. Donc c'est du Node que vous déployez dans des containers sur Kubernetes et du Kubernetes managé dans le cloud. La base de données relationnelle, NoSQL, un mixte. Alors c'est du RDS pour qu'on l'ait managé également et c'est du Postgre. Voilà, pour la partie base de données. C'est un stack relativement classique. Relativement classique, ouais. Node.js sur Kubernetes avec du Postgres sur plusieurs régions puisque vous opérez à la fois aux États-Unis, vous commencez, et puis Francfort, Londres, Paris. Est-ce que vous avez un hub en Europe et un aux États-Unis? Oui, alors globalement on est en Irlande parce que donc c'est d'origine par rapport à la société et tout est répliqué donc sur les 3 zones de disponibilité en Irlande et effectivement au vu de l'avancement de la société, je dirais à l'heure actuelle, on commence à avoir un petit peu de data qui est en train de s'étendre aux États-Unis et donc de commencer à répliquer quelques services au niveau du cloud dans cette partie. Comment ça s'est passé, cette mise en place de cette phase de développement? Vous êtes arrivé là après un processus itératif où vous saviez globalement ce que vous vouliez faire en termes d'architecture, hein? Je parle du stack technique, Node, Kubernetes, etc. Comment vous êtes arrivé là? Alors, à l'origine, il n'y avait pas du tout de Kubernetes, pas de toute cette stack. C'était simplement des EC2.
Voilà, avec ce qui était nécessaire dessus pour faire tourner les applications Node. Donc il n'y avait pas non plus de conteneurs, de dockerisation, etc. Et au fur et à mesure du temps, on a mis des choses en place, donc d'où l'utilisation de Kubernetes, ce genre de choses. Et encore une fois, donc après l'UE, on s'est rendu compte que on avait le besoin donc de déployer d'être en mesure, je puis dire, de déployer toute notre infrastructure donc as code pour la répliquer justement dans différentes régions et donc de synthétiser un petit peu mieux nos services. Et pour ça, on a aussi switché donc notre compte Amazon qu'on avait d'origine pour basculer sur un complètement neuf dans lequel on a absolument tout recréé en fait. Et c'est assez typique de beaucoup de sociétés qui commencent petit, enfin comme une start-up, et puis qui grandissent. On commence sur un compte AWS, c'est là qu'on fait ses devs, c'est son compte de dev, de test, de prod en même temps. C'est un peu ça, ouais. Et puis on se rend compte, on a grandi, maintenant ça serait bien de suivre les best practices, d'avoir un compte dédié pour le log, un compte pour l'API, peut-être un autre compte pour ça, différents comptes pour les différents environnements, tests, etc. Le fait que vous utilisiez l'infrastructure as code, là, ça, je suppose que ça a beaucoup aidé. Vous avez pu redéployer facilement. Oui, absolument. C'était vraiment l'intérêt de ce projet-là. C'était de pouvoir tout définir de manière très, très structurée par rapport à ce qu'on avait avant. Comme vous le dites bien, donc, dans différents comptes, de manière à qu'on puisse avoir un split logique et surtout que ça puisse être réutilisable et adaptable dans le temps. Oui, c'est ça, voilà. Cet aspect brique qu'on peut redéployer à la demande, et on en reparlera tout à l'heure en fin d'épisode pour une autre raison business. Tu as dit un truc, tu parlais d'API REST et GraphQL, ça trigger, ça titille ma curiosité, ça. Pourquoi les deux ? Est-ce que c'est vraiment drivé par les use cases ? Il y a des raisons techniques ? Enfin, pourquoi ? Oui, c'est tout à fait drivé par les use cases, je dirais, parce que l'API REST est plutôt utilisée donc, sur la partie client. On va dire on a la majeure partie de notre API REST qui est dédiée donc, au processus de booking, en fait, tout simplement. Donc à l'application à la mobile. gestion du booking. Voilà, c'est ça. Et la partie GraphQL, elle, est plutôt utilisée pour donc, notre application de gestion de la flotte, en fait. Voilà. D'accord, donc c'est en fonction des use cases, plutôt REST ou plutôt GraphQL. Mais à ce niveau-là, il y a quand même une chose importante sur la partie GraphQL. On a eu un besoin très rapide de développer beaucoup d'écrans et beaucoup de fonctionnalités sur la partie back-end. Donc c'est ce qu'on appelle les opérations qui permettent de gérer la flotte. Beaucoup d'écrans assez simples, de crude, mais il y en avait quand même énormément à faire. Et on s'est servi de GraphQL spécifiquement dans ce cadre-là. Parce qu'on a réussi on a trouvé une librairie qui permettait de faire un lien direct entre la DB et le GraphQL et d'éviter toute une série de déploiements qu'on n'a plus besoin de faire. Et donc ça a permis d'accélérer nettement les développements. Donc c'est tout le code qui mappe les données rentrées à l'écran par l'utilisateur, qui rentre dans le GraphQL, et tout le code qui déconstruit les requêtes GraphQL pour les mettre dans la base de données. Ça, c'est du code généré, c'est un framework qui fait ça, un peu comme un ORM. C'est un peu ça, sauf qu'il le fait à la volée. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il reconnaît certaines vues sur la DB, sur le RDS Postgre, automatiquement il va régénérer les GraphQL correspondants, ce qui permet d'éviter toute une série de développements et déploiements. Ah, c'est cool, ça s'appelle comment cette librairie? Parce que PostgreSQL. D'accord, je mettrai les notes évidemment dans le lien avec le site web dans les notes du podcast, parce qu'effectivement c'est du code chiant à écrire qui n'apporte rien et qui peut faire gagner beaucoup de temps. GraphQL, vous utilisez la solution managée d'AWS, AppSync, ou vous déployez un Apollo ou autre chose sur Kubernetes? Apollo sur Kubernetes. Pourquoi pas AppSync? Il y a une raison? On l'a testé, ça n'apportait pas de valeur ajoutée, plutôt quelques contraintes, et on a décidé de garder notre solution. Ok, reprenons notre fil. J'ai téléchargé mon application, je m'authentifie avec le système de SMS. Il y a une API REST pour servir les besoins de l'application. Qu'est-ce que je dois faire en plus de m'authentifier la première fois? Quand je suis un nouveau client, je suppose que vous avez une authentification quand même relativement forte. Il faut uploader un passeport, une carte d'identité ou quelque chose comme ça. Donc c'est les 3 points que j'avais discutés. Donc il y a la partie selfie où on capture le selfie du client. On capture aussi, on lui demande de scanner la face avant et la face arrière des documents que sont la carte d'identité et le permis de conduire. Et on utilise à ce niveau-là des services AWS, notamment AWS Recognition,
pour récupérer les données qui sont sur le passeport ID et driver license. Ça permet d'accélérer nettement la partie enregistrement. Donc l'API reçoit les images qui ont été prises par le téléphone, et puis votre souci c'était de dire ok, on doit faire de la reconnaissance de texte, extraire le nom, la date de naissance, et puis faire une comparaison des visages, je suppose, entre le selfie, la photo de passeport, etc. Exactement, c'est quelque chose qui se passe côté back-end. On voulait absolument pas demander aux clients des informations qui sont sur ces documents, en fait, son numéro de driver license ou etc. Tout ce qu'on peut récupérer à partir de documents scannés. On le fait. Mais là, il y a une tonne de challenges. Alors, Recognition que tu as cité, on peut peut-être en parler plus. C'est un service managé par AWS qui utilise de l'apprentissage machine pour faire de la reconnaissance au sens très général. On lui donne une photo, il peut reconnaître un visage, il peut reconnaître un objet ou des visages, etc. Je prends mon cas très précis entre ma photo de passeport, je suppose plein de gens sont comme ça, entre moi, comme vous me voyez là maintenant, ma photo de passeport et surtout ma photo de permis de conduire qui... C'est le même depuis que j'ai 17 ans, enfin 18 ans, ma photo de... Comment ça marche ? Quel est votre taux de réussite ? Est-ce que vous avez dû entraîner les modèles enfin, dans Recognition, on peut aussi faire de l'entraînement custom au-dessus de l'entraînement prédéfini par AWS ? On n'en a pas eu la nécessité parce que pour démarrer ce service-là, ce qu'on a fait en fait, c'est que avant de mettre ça complètement en production et donc face aux clients, si je puis dire, on a effectué des statistiques simplement sur donc l'intégralité des comparaisons qu'on avait à date T pour les clients en cours, et les résultats étaient plutôt bluffants, je dois dire, parce que je pense qu'on était aux alentours des 80% de taux de réussite, quelque chose comme ça, sachant qu'il faut prendre en compte que voilà, on a plein de photos qu'on ne maîtrise pas, puisque c'est pris par le client. Je suis dans un parking, dans un aéroport, après 10 heures de vol. C'est ça, et donc on avait un taux de réussite qui était vraiment très important, d'où la décision de partir en production avec ça et de se dire ok, on est capable complètement de laisser le service d'Amazon gérer ça, et ça fonctionne très bien. Et pour la partie donc reconnaissance des caractères, pour basculer là-dessus, en fait ce qu'on fait, c'est que dès l'upload des documents, donc effectivement via l'API REST, on va scanner donc l'intégralité des documents pour reconnaître les caractères, et on va essayer automatiquement de remplir notre base de données avec les champs nécessaires, de sorte à ce que quand quelqu'un puisse repasser sur ces données pour validation finale du profil, on soit au courant que... oui, il n'a qu'à valider, en fait. Il a dit oui, c'est bon. Et ça, il n'y a plus rien à faire. Vous supportez combien de modèles de permis de conduire ? Enfin, en Europe, c'est à peu près standardisé, quoi qu'il y a encore les anciens dans chaque pays qui sont valables, mais alors il y a toutes les autres nationalités, les autres pays aussi ? Je pense que globalement, on en a une dizaine. Mais donc ouais, les plus génériques, et effectivement ce qu'il a fallu faire, donc là c'est un petit peu de développement, c'est d'être capable de, en fonction de la reconnaissance obtenue, composer les différents champs qu'on peut extraire pour les faire correspondre à ce qu'ils sont en réalité. Vous avez un algorithme qui dit voilà, si la confiance de l'algorithme dit que c'est 80% au-delà, on le met dans ce champ-là, et sinon il y a un doute, et là c'est l'utilisateur qui doit valider alors ? Exactement. Et en dessous d'un certain seuil de confiance, bien évidemment, on ne s'en sert pas du tout. Oui, il y a ce genre de choses, mais oui, c'est tout à fait l'intérêt. Et donc après, une personne du support peut valider le profil, et c'est ce que j'allais dire pour les 2 cas sur 10 où ça marche pas, enfin où le taux de confiance est trop bas, il faut appeler quelqu'un, alors là, il n'y a pas le choix. Ça se fait automatiquement, c'est-à-dire qu'on travaille toujours par ce qu'on appelle exception management. Donc on a le système génère des alertes en fait dès qu'il y a quelque chose à faire, et dans le cas d'un face matching qui peut pas se faire ou on ne reconnaît pas la personne, à ce moment-là c'est une alerte et quelqu'un va la gérer et voir directement avec le client à travers l'app, par chat ou en direct par téléphone pour régler le problème et visualiser et demander peut-être pour récupérer un nouveau selfie ou autre. C'est identique avec les documents. On a vu qu'en fait, on permet de manager 80% des cas automatiquement. Automatiquement. Et donc, les derniers 20%, ce sont des alertes qui sont gérées manuellement. Vous conservez ces documents, évidemment, pour mon authentification future, ma location future. Vous devez pouvoir comparer mon selfie dans le futur à celui de mes papiers que j'ai enregistrés quand j'ai créé l'app pour la première fois. Oui, on les garde tant qu'il y a forcément des rentals dans le futur et des rentals en cours. À partir du moment où il n'y a plus de rental, depuis 2 ans, on delete automatiquement les données, donc il devra rescanner ces documents automatiquement. Donc on a une data policy relative à ça.
Alors, un des avantages du cloud, c'est aussi la possibilité d'automatisation. On en a parlé pour le déploiement, mais l'automatisation du développement également. Et comme vous êtes parti d'une feuille blanche, je suppose que vous avez mis en place aussi des pipelines d'intégration continue, de build, de test, voire peut-être de déploiement continu. Alors pour certaines parties, on est sur du déploiement continu, sur nos applications, nos front-end, mais pas les applications mobiles parce que c'est un peu plus compliqué, gestion de certificats, etc. Pour tout le reste, effectivement, on a des pipelines d'intégration continue, donc pour toutes les API qu'on mentionnait précédemment. À l'origine, on était sur les services Amazon. On avait ce genre de choses et alors on les utilise encore pour la partie infrastructure as code, de sorte à ce que tout reste dans le cloud, puisqu'on s'entend que pour déployer une infrastructure, on ne voudrait pas que ce soit un service externe qui ait accès. Voilà. Et pour le reste, donc pour nos API, on est sur GitHub maintenant, et on utilise donc ces pipelines-là pour construire, aller jusqu'à la construction et la conteneurisation donc des API donc en image Docker, les envoyer sur AWS, donc puisqu'on utilise ECR pour le stockage des images Docker. Et évidemment, le but après tout ça, c'est d'être capable de faire du déploiement continu. Et donc, il y aura une authentification entre GitHub et AWS pour lancer des codes build. Un peu... J'essaye de résumer ça. Donc, il y a un changement de code. Votre repo de code est sur GitHub. Ça déclenche un workflow donc une action GitHub qui va faire le build, qui est la containerisation, donc l'exécution du Dockerfile, Docker build. Une fois que vous avez l'image, vous la poussez sur ECR et puis vous déclenchez code build sur AWS pour déployer l'image container sur Kubernetes. Ça, c'est le target. Ouais. Et disons que pour l'instant, les déploiements sont lancés plus ou moins manuellement, c'est-à-dire qu'on utilise l'infra as code en changeant les versions. Et ce qu'il faut voir aussi pour la partie CI/CD, c'est qu'avant la construction de l'image, on a surtout l'intégration continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une modification de code, ouverture de pull request, etc., on a ces pipelines d'intégration continue qui vont tourner pour vérifier la qualité du code, vérifier si on n'a pas de présence de vulnérabilité, etc. On utilise aussi les services de Sonar Cloud pour ça. Et donc toutes ces analyses vont être prises en compte pour valider ou non les changements. Ensuite, on va les revoir. Et si c'est OK, on va passer à la construction du build que j'ai mentionné tout à l'heure. D'accord. Ça veut dire qu'il y a des secrets AWS qui doivent être sur GitHub aussi. Vous gérez ça comment ? Tout à fait. Et pour ça, on le fait comme pour tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de, si je puis dire, user password, le classique. Mais on a donc des rôles IAM qu'on utilise un peu pour tout dans nos comptes AWS qui permettent d'authentifier GitHub. Bien entendu, avec tout un tas de contraintes dans les policies pour être sûr que ça vient bien du bon repository sur GitHub, que c'est tel robot qui le fait tourner, etc., etc. Donc vous assumez un rôle au moment du build qui limite les permissions à l'environnement de build de GitHub, j'allais dire au container, mais a priori ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'ils utilisent en dessous, c'est probablement un container, mais pour limiter l'accès aux services AWS qui sont pertinents pour le build et rien d'autre. Déployé sur Fargate. Donc je suppose que là aussi vous avez plusieurs environnements de dev, d'intégration et de prod. Donc Fargate c'est un service, mais c'est un mode de déploiement de KS. KS, c'est le service managé pour les clusters Kubernetes, mais qui permet d'être en serverless. Ça veut dire que vous n'avez pas à gérer les serveurs vous-même. Ça fait quelle différence par rapport au début ou quand vous aviez des instances EC2 vous-même à manager ? La majeure différence, je dirais, c'est sur la maintenance qu'on a effectuée au cours du temps en utilisant Fargate, parce que c'est vrai qu'ici, on se dédouane complètement de tout ça en fait. Donc une fois qu'on a setupé correctement les ressources qui sont nécessaires, on va de l'avant. Il suffit de dire qu'on en veut 1, 2 ou 10 et c'est terminé. On n'a plus rien à gérer. À la différence où sur de l'EC2 classique, je dois dire qu'il nous en reste quand même quelques-uns parce qu'on a encore certaines choses qui tournent sur des EC2 où là il faut quand même gérer cette partie maintenance, faire des patchs de sécurité quand c'est nécessaire, configurer les instances pour pouvoir s'y connecter, etc., etc. Donc c'est tout cet aspect managé complètement par AWS qui fait que c'est une différence fondamentale. Après, on a aussi des inconvénients sur l'utilisation de Fargate et ce qui nous pose pour l'instant, quelques problèmes, c'est la rapidité d'exécution des containers. En fait, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour démarrer un nouveau container quand il scale au moment du scaling. C'est ça, exactement. Parce qu'on a dans l'objectif d'améliorer nos performances donc en travaillant sur nos solutions d'autoscaling. Et pour ça, il faut être très rapide parce qu'on n'a pas d'intérêt à passer un pic et se rendre compte que l'autoscaling n'a pas été effectué. Et Fargate met un
mais quand même nécessairement plus de temps qu'une EC2 pour scaler un petit peu les différents conteneurs. On est sur une moyenne de notre côté de 2 à 3 minutes pour un lancement d'une nouvelle machine, ou appeler ça un container. On peut appeler ça comme on veut, un conteneur, voilà, finalement. Alors que sur 2C2, si finalement il y a assez de place sur la machine, c'est presque instantané. C'est le temps de télécharger l'image. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Mais donc, il faut mettre les deux dans la balance et se dire que, pour nous, en tout cas, je pense qu'utiliser les deux en fonction du besoin, techniquement parlant, est la bonne solution. Vous avez un business qui fait varier la charge IT très fort d'un moment de la journée à l'autre. Vous êtes plutôt en Europe pour le moment, donc c'est plutôt pendant les heures de journée, les business hours en Europe, et plus calme la nuit. On a les deux, donc maintenant on est quand même de plus en plus implanté aux États-Unis, donc ça se balance assez bien sur les 24 heures. Là où on remarque qu'on a des charges, c'est vraiment quand on a des opérations de marketing. Oui, bien sûr, la pub. Notamment via les notifications dans les apps des clients. Et là, oui, c'est vrai qu'on peut avoir des pics à devoir gérer pendant un certain laps. Mais celles-là, elles sont prévisibles. Vous savez quand vous allez lancer une campagne de pub. Exactement. Et donc vous on préload et on augmente la capacité target pour ça. Oui. Problème de scaling côté base de données, challenge de scaling côté base de données, ou comment vous travaillez Côté base de données, je pense que pour l'instant, on a un petit peu moins le problème parce qu'on a des instances qui sont quand même très importantes. Donc c'est des grosses sizes d'instances et on travaille de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on étudie de manière assez régulière donc les statistiques de ces différentes instances pour voir de quelle façon elles sont sollicitées et d'essayer de prévoir au cours du temps, je ne vais pas dire sur les 6 prochains mois, ce serait exagéré, mais au moins les peut-être 1 ou 2 prochains, d'être capable de prévoir le besoin. De sorte à ce que via RDS, puisque encore une fois, comme c'est managé, là c'est très facile, on puisse scaler si nécessaire. Et donc on le fait en amont. Verticalement ou horizontalement, vous avez des read réplicas aussi pour le moment Pas pour l'instant, mais ça fait partie des objectifs. Des choses que vous regardez Pour le moment, ce qu'on a déjà mis en place côté code, c'est quand il y a vraiment des opérations un peu plus lourdes, on essaie de les rendre asynchrone. On a beaucoup d'événements à gérer à un moment donné qui permettent de les gérer une par une. Ça va faire plaisir à notre CTO Werner Vogels, parce que c'était sa catchphrase pendant sa keynote lors de la conférence Reinvent en novembre à Las Vegas l'année dernière. C'était « Le monde est asynchrone, vos applications doivent être asynchrones aussi ». Ça veut dire que si l'utilisateur n'a pas besoin d'une réponse immédiatement, vous traitez ça de façon asynchrone, donc vous postez un message dans une queue, et puis vous avez des workers nodes, ou des containers nodes qui vont prendre des messages, les processer. Un exemple, un use case business, ça serait quoi ? Oui, je pense qu'on en a un qu'on mentionnait tout à l'heure. En fait, c'est le face matching tout simplement, puisque quand on va réceptionner une nouvelle face capture donc d'un client, l'idée n'est pas d'effectuer le face matching en même temps pour ne pas lui bloquer son utilisation de l'application. Et donc effectivement, pour tout ça, on utilise un queue engine donc qu'on a développé en interne et qui est basé sur Elasticache. Voilà. Qui est encore un autre service AWS dont on se sert pour ce besoin. Et effectivement, là, c'est complètement asynchrone. On envoie ces éléments dans ces queues. On a des workers qui sont également déployés sur Fargate qui vont traiter les différents éléments des queues et donc les processer des réceptions. Alors, il y a plusieurs éléments qui, de nouveau, déclenchent ma curiosité là. Le premier, c'est quoi l'événement déclencheur ? C'est quand la photo arrive sur S3 dans une optique intégrée événement, ou c'est plutôt l'API qui fait l'application mobile qui fait un appel d'API ? Pour cette partie-là, c'est l'application mobile c'est plutôt qui... ça. Ouais. Deux autres choses. Un système de queue que vous avez développé. Pourquoi pas SQS ? Pourquoi pas des systèmes de queue standard du marché ? Parce que à l'époque où on a développé ça, on a voulu aller très vite et on allait plus vite à développer notre propre système puisqu'on avait des besoins très particuliers. On s'est basé sur des librairies existantes, mais effectivement, on ne s'est pas servi de je sais pas, du Kafka, du SQS ou autre. Mais l'idée est de switcher sur ces services-là par la suite. Ça fait partie des projets. Ouais, donc c'est encore une façon assez classique de développer finalement, c'est de dire voilà, on a un besoin spécifique, on le remplit, on développe, et puis après on essaye d'optimiser l'architecture et on modernise. Enfin, moderniser, c'est peut-être pas le bon mot ici, mais en tout cas utiliser plus de services managés pour avoir moins de choses à gérer. Et alors la troisième question que ton explication d'asynchrone m'arrive à l'esprit, c'est comment vous gérez la notification retour à l'utilisateur. Comment est-ce que vous dites à l'utilisateur c'est bon, on a vérifié? Est-ce que c'est une notification au sens iOS, Android, ou est-ce que c'est un pool du côté client? Enfin, comment ça se passe?
Ça dépend des cas de figure. Pour le face matching, si on prend celui de comparaison quand il va télécharger donc, sa clé virtuelle, il va le voir immédiatement où il n'aura pas la possibilité de télécharger sa clé puisque son face matching ne passera pas. Donc de cette manière-là, il va effectuer des appels. Et pour d'autres process, on envoie des notifications pour lui dire par exemple qu'il a été enregistré et donc que tout le processus est complété. La livraison de la clé est dépendante de ce face matching et donc on ne lui permet pas de la télécharger si le face matching n'est pas encore fait. Mais c'est vraiment en 2 temps. Donc il a eu le temps d'initier son selfie, de signer son contrat et puis de donner la clé. Le temps d'attente là permet largement d'avoir le retour oui, au fait, du face matching. Le face matching va suffisamment vite, l'utilisateur ne doit pas vraiment attendre le temps qu'il remplisse le contrat, etc. En général, c'est fait et la clé est disponible. En général, tout est là. 99% du temps, le match est OK. Et de nouveau, on va gérer les exceptions. Et donc, le fait que ça ne matche pas. Intéressant cette conversation sur la synchrone également, et donc le mix entre du synchrone pour des actions immédiates où l'utilisateur a besoin d'un feedback immédiat et puis les actions asynchrones, ce qui vous permet aussi de scaler différemment peut-être en fonction de la profondeur de la queue, en fonction du travail qu'il y a à faire. Oui, complètement. C'est tout à fait l'idée. On a différents types de queues, sans rentrer dans les détails, et qui fait que, en fonction du besoin, forcément le face matching n'est pas le même que de faire de la synchronisation de nos données, par exemple, en continu. Et donc, pour ces différents besoins, on va scaler de manière différente nos systèmes. Mais on a des workers qui sont capables de gérer un petit peu tous les jobs qui vont réceptionner donc via Elasticache. Alors vous avez commencé il y a 5 ans, vous l'avez dit, pour louer des véhicules électriques à des particuliers, mais au fil du temps, vous vous êtes rendu compte qu'il y a une autre demande sur le marché. Vous avez, je ne vais pas dire pivoter parce que vous faites toujours les deux, mais vous avez étendu votre champ business avec la gestion de flotte. On a mentionné plusieurs fois la gestion de flotte. Ça veut dire quoi? D'abord concrètement en termes de business, en termes de use case, et puis on verra ce que ça change sur l'infrastructure cloud. Oui, il y a depuis 2 ans, on s'est rendu compte que en fait, on avait développé beaucoup de choses pour nous. Donc, la driver app client utilisée par le customer, donc l'app mobile, tout le back-end derrière. Et tous ces moments, on s'est dit qu'en fait, on pouvait l'offrir à d'autres clients comme nous, B2B. On n'a pas l'ambition d'avoir comme des gros players de location de car rental des milliers, des millions de voitures. On veut rester quand même dans une niche et notre ambition c'est plutôt à terme de pouvoir fournir en mode B2B, donc en mode SaaS, tout ce qu'on a développé et testé chez UFODrive à des clients B2B. Donc c'est ça l'objectif. Et ça veut dire quoi en termes d'architecture IT? Parce que vous allez évidemment pas faire tourner vos clients B2B sur le même stack que vos clients B2C. Ça veut dire que vous recréez une nouvelle infrastructure complète pour chaque client entreprise B2B? Alors ça dépend du besoin, mais globalement, ce sont des ressources partagées pour les clients dans la partie B2B. Donc on a un compte spécifique pour ces clients, puisqu'on utilise AWS Organisation pour splitter un petit peu tous ces différents besoins, compte de staging, de prod, etc. et compte de prod pour la partie B2B. Et donc, on a grâce à l'infrastructure Ascode, la possibilité donc, de répliquer très rapidement les ressources qui sont nécessaires, mais exclusivement celles-ci. Pour prendre un exemple, pour RDS, c'est seulement une instance spécifique qui est utilisée pour la gestion base de données. Pour Fargate et donc ce qui est déployé dans EKS, ici, effectivement, on va avoir un scaling qui est fait par rapport au nombre de clients, puisque le besoin est complètement différent pour la partie gestion de base de données, qui pour Elasticache ou un autre service que je peux mentionner qui est OpenSearch qu'on utilise pour la gestion de nos flux de logs, certaines parties en tout cas, est lui aussi unique pour tous nos B2B. Pour l'instant, je le précise, parce que si on avait le besoin pour un gros client donc de répliquer l'intégralité de cette infrastructure dans un autre compte, ou peu importe, justement grâce à l'infrastructure Ascode, on a tout à fait la possibilité de le faire et c'était ça l'objectif. Donc l'infrastructure Ascode, vous utilisez Terraform, je crois. Terraform, oui. Vous rejouez un stack Terraform dans un autre compte de manière à isoler
fait, le compte sert de limite aussi bien en facturation qu'en sécurité, ce qui vous permet d'isoler complètement les environnements de vos clients B2B. Mais toutes les personnes techniques qui nous écoutent, tous les gens qui écrivent du code savent que quand deux ressources informatiques accèdent à la même ressource en dessous, il peut y avoir des problèmes de contention. Or, les voitures que vous louez sont des voitures physiques, donc vous ne pouvez pas les louer ou les manager des deux côtés. Est-ce que vous synchronisez des données notamment sur les voitures qui sont soit d'un côté, soit de l'autre? Oui, alors on a des services managés qui sont utilisés en fait pour rapatrier un petit peu tout ce qu'on réceptionne en termes de données et pour effectuer donc de la synchronisation entre nous et nos clients. Et tout ça, c'est dispatché via nos systèmes de QEngine. Voilà. Et donc l'idée est de réceptionner les événements de ces différents véhicules sur tous les systèmes et de les traiter en fonction d'un certain mécanisme d'authentification. Donc pour les enregistrer, effectivement, avoir accès à un véhicule ou non sur les plateformes. Donc, j'avais bien compris, hein, un véhicule peut être loué par un de vos clients B2C ou peut être géré à un certain moment, à un autre moment dans le temps par un client B2B, le même véhicule, non? Non, pas le même véhicule. Pas le même véhicule. C'est qu'on a une plateforme centralisée pour synchroniser tous les événements des véhicules. Voilà. Mais les véhicules utilisateurs, etc., sont propres à chaque client, puisqu'ils ont en fait leur base de données et je dirais également donc, leur propre application. Donc le modèle B2B, c'est vraiment un service IT que vous offrez à vos clients. Il n'y a pas de location de véhicules, vous ne sous-traitez pas de la location de véhicules à d'autres sociétés. En effet, il n'y a pas de partage de véhicules entre clients B2B. J'avais mal compris cette partie-là, c'est bien de la clarifier. En quoi c'est un challenge de commencer un business B2B dans le cloud, une fois qu'on est déjà familier, qu'on a déjà ces Terraform, ces pipelines de déploiement, qu'on sait comment monitorer? Est-ce qu'il y a des challenges complémentaires qui viennent spécifiquement liés au modèle SaaS finalement? Oui, tout à fait. Le plus gros des challenges, ce sont les spécificités demandées par les clients B2B. Puisque l'intérêt de l'infrastructure as code, c'est de créer quelque chose de générique et forcément on se dit ok, je peux le déployer comme je veux, j'ai juste à cliquer sur un bouton et c'est parti. Mais si un client veut faire un petit peu différemment, il faut qu'on puisse faire un petit peu différemment pour lui sans pour autant impacter les autres. Puisque l'idée est d'avoir une seule solution pour tout le monde. Oui, en fait, c'est pas un challenge d'infrastructure technique cloud, c'est un challenge de gestion de version finalement. Vous vous retrouvez avec une branche par client dans GitHub et vous devez... Oui, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Donc on a le même code déployé partout. On essaie toujours de transformer une spécificité client dans une feature qui pourrait être utilisée pour nous aussi. Donc assez générique. Et en faisant comme cela, ça permet d'avoir le même code déployé dans tous les clients, avec une notion de produit qui est configuré par la plateforme elle-même. Donc pas de feature flag en disant si le client c'est X, alors on montre ça, sinon... Voilà, on a réussi jusque maintenant à s'y tenir et j'espère qu'on va continuer comme ça. Mais c'est un objectif, c'est prioritaire. C'est intéressant cette extension du champ business et de l'impact que ça a sur l'IT et sur l'infrastructure sous-jacente. Je termine mon histoire de location de voiture. J'ai eu ma clé, je suis parti. On va peut-être passer la période de location même, mais je reviens. Comment est-ce que je sais où je dois remettre ma voiture? Comment est-ce que vous savez que la voiture est revenue? Juste une remarque sur pendant ce qu'on appelle le drive, donc la location elle-même. On a quand même un suivi proactif de la voiture, notamment parce que ce sont des voitures électriques. On a un accès temps réel à toute une série de chargeurs en Europe et aux États-Unis qui permet en fonction de le niveau de batterie de la voiture, de pouvoir triggerer des alertes en pouvant dire à un client via notification ou SMS attention, niveau de batterie assez faible. On a remarqué qu'il y avait certains chargeurs autour, mais il devient urgent d'aller charger. Donc à tout moment, on a un support proactif au niveau client. Donc vous complémentez, vous supplémentez le service du fabricant, parce que les fabricants ont ça aussi, je suppose. Oui, ils ont ça aussi, mais si je prends l'exemple d'une Tesla, Tesla ne va guider ses clients que dans des Tesla superchargeurs. Nous, on a la possibilité de les guider aussi ailleurs. Le prix de la charge est de façon comprise dans le prix de la location. Et donc, pour nous, on peut très bien décider d'aller envoyer un client un peu moins loin, mais sur un chargeur aussi efficace que le Tesla.
Et voilà, les deux seront... Et donc vous pouvez optimiser l'expérience du client là. Ça n'a rien à voir avec le cloud AWS, mais je suis juste curieux. Ça veut dire qu'il y a une API pour les voitures, pour aller chercher les données de la batterie, les données de géolocalisation, etc. Vous tapez dans cette API là. La box IoT box de la voiture nous renvoie les informations tous les X temps. D'accord. Sur l'état de la voiture. Donc on récupère l'information. On a aussi la possibilité d'aller la chercher, mais souvent on se sert du... Donc vous n'avez pas dû vous adapter aux API plus ou moins bien documentées des différents vendeurs. Alors, vous mettez votre propre box dans... On a notre propre box. On utilise aussi les API des manufactureurs, mais c'est vraiment en cas de... C'est comme plan B en fait. D'accord, en cas de secours, si jamais on a perdu la connexion. Je ramène ma voiture. Comment est-ce que vous le savez? Comment se termine la location? Alors, on demande au client forcément de revenir. On lui permet via l'app de savoir où la rendre et comment la rendre. Donc, le process est écrit dans l'app, c'est par location. À partir du moment où il se retrouve dans ce qu'on appelle l'UFOB, donc dans la location, on le guide vers un emplacement libre. Donc ça, on se sert du nouveau projet UFOB Vision et donc des caméras qu'on positionne dans les baies. Donc vous mettez des caméras dans les parkings pour savoir quels sont les emplacements. On les a pas partout, c'est un libres. pilote pour le moment, mais c'est l'idée de déployer ça un peu partout et d'avoir en fait une idée précise de quelle voiture est dans quel spot. Comment vous reconnaissez la voiture alors? C'est de la détection de nouveau de plaques d'immatriculation qu'on récupère et qu'on match avec celles qu'on connaît. Et de nouveau avec Recognition en Service Manager? Ceci se fait plutôt côté device, cette partie-ci, la reconnaissance. Donc c'est embarqué dans un device qui est lié aux caméras sur place. Sur AWS, on a Panorama, c'est ça que vous utilisez? Non, je suppose que ce serait trop cher à déployer par place de parking. Donc vous avez une caméra intelligente avec un mini modèle déployé sur la caméra ou chaque caméra ou pour l'ensemble du parking dans un device bien précis qui lui est connecté aux caméras et qui permet de nous envoyer des événements, de savoir à savoir quelle voiture est à quel emplacement. Donc dès qu'il y a une entrée-sortie, on récupère la photo avec une métadonnée qui nous permet de savoir que telle voiture est sur tel spot. Ça permet de détecter les voitures qui ne devraient pas être garées là-bas. Ça permet de détecter les emplacements libres quand un client doit revenir pour positionner sa voiture. Et ça permet de savoir et de pouvoir dire au client où sa voiture est de manière précise. Pour le prochain qui va louer la voiture, vous savez que oui, puisqu'il n'y a pas de personnel. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui doit nettoyer les voitures. On a personne sur place. On a des contractants sur place. Donc parfois des freelances, parfois des équipes des sociétés de cleaning, pour laquelle en fait on livre aussi une app mobile. Qu'ils utilisent pour planifier leurs opérations et pouvoir suivre une checklist pour préparer la voiture pour le client suivant. Et ce boîtier de reconnaissance dans les parkings est lui-même connecté sur Internet pour parler lui est managé via Greengrass à vos API Cloud. Alors Greengrass, c'est une solution d'AWS qui permet, dites-moi si je me trompe parce que c'est pas mon domaine de confort, c'est de permettre en gros de mettre une fonction lambda et un peu de compute sur un boîtier managé quelque part en dehors du cloud. Exactement. Et l'idée, c'est que donc via Greengrass, on puisse manager les boîtiers à distance, effectuer des updates, ce genre de choses, et donc effectivement déployer du code via des fonctions lambda. Et donc les modèles sont déployés sur le boîtier aussi? Les modèles sont déployés sur le boîtier et stockés sur des S3 à l'origine. Oui, la source du modèle est sur S3, mais le boîtier télécharge une copie. J'ai bien compris, il y a une copie du modèle qui tourne sur le boîtier. Donc même de la reconnaissance pour et les cas bizarres, je suppose, il doit y en avoir, des plaques qui sont illisibles ou qui sont très sales, des choses comme ça. Oui, l'orgue de la voiture qui ne permet pas de la lire convenablement. Donc l'éclairage dans le parking. Exactement, mais souvent les locations, surtout dans lesquelles on met des caméras, elles sont brandées, c'est-à-dire qu'on rajoute ce qu'il faut pour avoir une luminosité correcte. C'est nécessaire pour beaucoup de choses. Le selfie, c'est nécessaire pour l'inspection du véhicule. Donc voilà. Et là, l'événement de retour, ça déclenche un workflow chez vous aussi qui va déclencher la facturation, qui va déclencher peut-être la worklist des équipes de nettoyage, etc. Oui, c'est ça. Donc, ça va déclencher l'opération pour les équipes de nettoyeurs. Ça va déclencher la partie invoicing pour le client. Ça peut aussi déclencher une alerte si la voiture est mal garée ou ce genre de choses-là. Donc, on a toute une série d'événements qui vont être régulés à ce niveau-là. 5 ans d'opération, 5 ans que vous avez commencé, il a fallu combien de temps entre le moment où vous avez commencé et la première opération? On a été
moins d'1 an, live au Luxembourg, à l'aéroport. C'était notre premier emplacement. Ça nous a permis de tester le business process et le modèle. Oui, ce qui est bien aussi, Luxembourg, c'est pas, enfin, j'y habitais longtemps, c'est pas un énorme aéroport, donc c'est plus confidentiel, c'est mieux pour tester ce genre de. Ouais, exactement, oui. Ouais. Si vous êtes à Heathrow, c'est pas exactement le même, le même volume. Vous êtes dans le cloud maintenant, vous avez un parc de voitures, vous êtes sur plusieurs villes, l'architecture est en place. Comment vous voyez le futur ? Quelles sont les choses que vous dites, tiens, ça on n'y avait pas pensé, mais maintenant qu'on y est, on se dit, c'est faisable grâce aux 200 plus services AWS ? Il y a beaucoup de services qui sont notamment d'ailleurs proposés par les SaaS et demandés par les SaaS et qu'on intègre chez nous. Récemment, on a intégré un service de livraison de voitures. Donc pour un certain montant, on permet à un opérateur, donc c'est de nouveau une opération chez un freelance ou autre, qui va permettre de déplacer la voiture à un endroit donné, au bureau, à la maison, à la maison, oui, par exemple. Donc ça, c'est des services qui sont maintenant en place. On fait maintenant on a différents produits. Donc la plateforme permet de faire du car sharing, du rental comme nous on fait, mais aussi de la subscription. Ça, c'était activé chez nous aussi, qui permet de louer une voiture par semaine ou par mois. Donc ça, c'est aussi un service. Donc des idées comme ça, il en vient tout le temps et il y en aura encore beaucoup. Ça, c'est au niveau business, c'est normal, mais au niveau technique, est-ce qu'il y a des choses qui sont que vous pensez mettre en place, vous n'y avez pas nécessairement pensé au début, et vous dites tiens, on pourrait faire ça ? Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau du cloud, ce qui est le plus important, c'est de continuer de travailler sur créer des solutions génériques. Comme on mentionnait pour UFOB Vision tout à l'heure, l'intérêt, c'est qu'on puisse potentiellement le réutiliser et donc s'en servir pour le déployer comme on veut. Et donc pour les SaaS, on aimerait arriver vers de l'automatisation mais complète. On mentionnait tout à l'heure du déploiement continu. L'intérêt, c'est d'avoir un cycle end-to-end, d'être capable d'envoyer ça chez nous et chez nos clients. Donc tout ça via le cloud est complètement managé, quoi. Ce qu'on n'a pas encore maintenant, et ça fait partie des solutions qu'il faut qu'on mette en place, ce pourquoi on va travailler avec les services AWS pour ce faire, puisque tous les outils sont disponibles pour ça, quoi. Code build, code pipeline. Ouais, donc de l'automatisation, automatiser. Beaucoup d'automatisation, ouais, même pour la partie application mobile, où on pourrait également l'automatiser donc dans AWS. Oui, il y a les instances EC2 Mac, vous pourriez faire les builds, pousser sur l'App Store automatiquement. C'est dans l'idée, exactement. Ça, se servir aussi d'AWS Farm pour faire un peu du testing sur tout un tas de devices différents, puisqu'on sait à quel point c'est compliqué pour une application mobile. Tout ce genre de choses, mais ouais, très axé sur l'automatisation, je pense, pour la partie technique pour l'instant. D'accord. Encore une petite question parce que c'est mon dada pour le moment, les applications mobiles. Vous êtes parti sur du natif Kotlin, Android, Swift, iOS ou React native plutôt? Les premiers mois, on avait commencé sur du natif Swift et puis on s'est rendu compte que c'était quand même assez long et en imaginant commencer après la partie Android, on s'est dit qu'on allait tester React natif et on est toujours en React natif. Vous restez en React natif. Et voilà, c'est pas toujours l'idéal, mais ça permet de développer qu'une seule application plutôt que deux, parce que c'est vraiment développer deux fois. Donc on a gagné beaucoup de temps, je pense, à utiliser React Native. On en est content. Un use case passionnant avec du Kubernetes, du mobile, du back-end qui scale tout seul, avec des pipelines de CI/CD et avec du machine learning également, des modèles que vous entraînez vous-même et puis des modèles out of the box pour l'authentification en tout cas de vos clients et des voitures également. UFO Drive, je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast. Si vous avez envie de louer une voiture prochainement lors d'un de vos voyages, vous saurez où les trouver. Et puis je suppose qu'il y a l'application UFO Drive sur les App Store, à la fois le Google Play Store et l'App Store d'Apple. Steny, Paul, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, parfois naïves, mais toujours curieuses, sur vos architectures AWS. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouveautés d'AWS des 2 dernières semaines. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.